tous et bienvenue dans ce dernier épisode qui clôt notre deuxième saison. Voilà, vous savez que nous essayons ici de faire un peu de pédagogie des grands mécanismes de la pensée économique et je dois bien avouer que jusque-là, notre interlocuteur fidèle, que j'ai trouvé un peu désagréable dans un premier temps, nous a été assez utile pour préciser un petit peu tous nos propos. Merci donc. Non, non, je vous en prie, vous m'êtes drôlement utile aussi hein, pour arriver à me mettre dans la tête des économistes. C'est vrai qu'on voit les choses différemment hein, quand on les regarde avec vos yeux. Eh oui, c'est assez vrai. Voilà. Eh bien, écoutez, pour vous remercier de toutes ces questions, de vos questions souvent pertinentes, je vous propose que nous parlions ensemble de la production non marchande et de sa place dans l'économie globale. Ça vous va? Très bien, mais méfiez-vous, je vais finir par déteindre sur vous. On commence la saison avec le PIB et on finit avec la production non marchande. Vous faites le grand écart. Oh, eh bien, pas autant que vous le pensez. Non. Allons donc. Oui, non, je vous assure, je vais même essayer de vous montrer qu'au fond, c'est un peu la même chose. Parce que produire pour vendre ou pour consommer directement des biens mis à la disposition des consommateurs, ben, c'est toujours produire. Oui, oui. Et produire, c'est toujours polluer. Je vous vois venir. Vous êtes en train de me dire que réduire les activités marchandes n'aurait pas d'impact sur le climat et les ressources, c'est ça? À première vue, en effet. Voilà. Mais enfin, bon, écoutez, d'abord, précisons ce qu'on entend par production non marchande. Ben, c'est tout ce qu'on ne vend pas. Ah, c'est là que vous vous trompez, comme beaucoup de gens qui ne sont pas économistes. Une économie non marchande n'est pas forcément une économie du troc. Ah bon? Ah, il me semblait que tout serait plus simple sans monnaie. Ce n'est pas la monnaie qui est complexe, c'est la finance. Cette dernière regroupe tous les mécanismes qui permettent aux individus, aux entreprises et aux États de résoudre leurs problèmes d'accès aux capitaux. C'est à partir de l'instauration des mécanismes financiers que les problèmes monétaires sont devenus compliqués. Ah oui, surtout que vous m'avez rappelé il n'y a pas très longtemps que les innovations pullulaient dans ce domaine. Et oui, en effet, à chaque fois que se crée un nouveau marché avec un nouveau prix, de nouveaux spéculateurs s'installent pour profiter de ces variations erratiques. Oui, enfin, vous voulez dire pour profiter de la hausse des prix. Et c'est ça qui est rentable. Et justement, non, pas forcément. Pour les professionnels de la finance, les prix peuvent être rémunérateurs lorsqu'ils montent, bien sûr, mais aussi quand ils baissent. On peut parier sur la baisse, voire sur l'effondrement d'un prix. C'est un pari plus risqué, bien sûr, mais plus rémunérateur encore. Oui, oui. L'argent appelle l'argent donc, hein. Et les variations de prix attirent les spéculateurs. C'est pour ça que je rêve d'un monde sans argent. Ah, eh bien, vous auriez peut-être tort, parce qu'il n'est pas sûr que la monnaie soit le vrai problème. Et c'est ce que je voudrais vous montrer. Bah, alors c'est quoi le problème si c'est pas le pognon? Ben, eh bien, justement, c'est peut-être la logique marchande elle-même, si on la généralise trop. Et qu'est-ce qui distingue le marchand du non-marchand si c'est pas la monnaie? C'est le prix. C'est le prix dans le monde marchand. Le prix doit forcément être supérieur au coût de production, parce qu'il doit intégrer un profit. Attendez, vous voulez dire qu'on est obligé de faire du profit en économie marchande? Et si un entrepreneur sympa, après avoir payé tout le monde, hein, ses salariés, ses fournisseurs, ses créanciers, décidait de faire profiter à ses clients du prix le plus bas, il n'en aurait pas le droit? Ben, pas complètement, en fait. C'est ce qu'on appelle la vente à prix coûtant. C'est très réglementé. Parce que c'est une forme de concurrence déloyale, une forme de dumping, une façon de tricher pour remporter le morceau et pour tuer la concurrence. C'est fou ça. Le respect de la concurrence empêche la baisse des prix. Je croyais qu'elle était faite pour ça, au contraire. Ben, jusqu'à un certain point. En revanche, dans le monde non marchand, on peut bien fournir un bien ou un service à un prix inférieur ou égal au coût de production et même totalement gratuitement si on veut. Mais je croyais qu'il n'y avait pas de repas gratuit pour les économistes. Et comment fait-on pour financer un bien ou un service fourni gratuitement? Eh bien, on le fait par un financement volontaire ou imposé. Voilà, pour les services non marchands qui sont fournis par les administrations, c'est imposé, c'est le budget de l'État qui finance leur fonctionnement.
Donc les impôts payés par ceux qui ont touché des revenus dans le monde marchand. Eh oui, en grande partie, mais pas seulement. Parce que chaque année, une partie des dépenses publiques est payée par l'endettement public, qui peut être, lui, issu ou pas d'une création monétaire nouvelle ou par de l'épargne existante. De toute façon, il faut bien trouver l'argent quelque part. Oui, j'ai compris ça. Parce qu'on ne fait rien sans argent. Attendez, vous ne parliez pas de financement volontaire aussi? Ah oui, 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 c'est le cas pour les activités non marchandes associatives. Une grande partie de leurs recettes repose sur les contributions volontaires des adhérents qui payent leurs cotisations. Oui, cotisations qui viennent de leurs revenus, eux-mêmes issus de leur participation aux activités marchandes. Ou pas, puisque les agents économiques peuvent toucher des revenus issus de la redistribution, des allocations sociales, des prestations sociales, des pensions de retraite. Bon, en tout cas, ce que je comprends, moi, c'est que ces deux secteurs, hein, marchands et non marchands, sont sacrément liés l'un à l'autre. Ah oui, ça c'est une évidence, hein. Mais il ne faudrait pas croire que c'est le secteur non marchand qui doit tout au secteur marchand, hein, parce que la réciproque est absolument vraie également. Ah bon? Et pourquoi? Ben oui, parce que le secteur non marchand, dans ce secteur, on trouve de nombreuses activités qui sont nécessaires à la reproduction de la force de travail, comme disent les économistes. La force de travail. C'est, c'est comme ça que les économistes voient les gens. Bah oui, le travail est une dimension très importante de la vie sociale pour la plupart des individus et beaucoup d'activités non marchandes leur permettent de participer à la production marchande, hein, par exemple en améliorant leur santé ou leur formation, hein, grâce aux secteurs non marchands que sont la sécurité sociale ou l'éducation nationale. Bon. Alors, et ceux qui ne serviront jamais le système marchand, alors, hein, on en fait quoi? On les met à l'écart de la distribution des revenus? Mais non, certainement pas, parce qu'ils tiennent toujours eux aussi une place importante dans la vie de nombreux actifs qui travaillent, hein. Donc toute activité non marchande qui s'occupe des inactifs rend indirectement service aux actifs eux-mêmes. C'est le cas de beaucoup d'associations. Ah oui. Et lesquels? Mais je sais pas, pour commencer les clubs de sport, par exemple, hein, en développant la vie sociale des jeunes, de leurs parents, qu'ils soient actifs ou pas, souvent des retraités qui s'investissent dans ces associations, elles rendent la vie des actifs plus riche et puis surtout, elles leur libèrent du temps qu'ils peuvent consacrer à produire. Je vois. Mhm. Et toutes les associations caritatives aussi. Ah ben oui, bien évidemment, oui, parce qu'elles interviennent souvent dans des domaines où le marché est défaillant. Voilà, en particulier quand il existe un défaut de pouvoir d'achat, hein, un peu, pour les gens qui n'ont pas les moyens de satisfaire leurs besoins de façon marchande. Des gens qui n'ont pas les moyens de satisfaire leurs besoins de façon marchande. Ah, ah. Jolie façon de parler des pauvres. Ok, donc vous me dites au fond que la production non marchande est complémentaire de la production marchande. Ce seraient deux faces d'une même pièce, les activités humaines. Et oui, c'est comme ça que les économistes le voient. Mais vous savez, il va falloir que je vous fasse un aveu. Un aveu, Ouais. ah, vous m'intriguez. Eh ben, je vous écoute. Ben voilà. Ben, en fait, je comprends bien, hein, et depuis très longtemps, ce que le monde marchand doit au monde non marchand. Ah, bien sûr, ah oui, bien sûr, sans relations sociales désintéressées, sans partage des communs de façon non lucrative, sans service collectif, l'économie marchande ne pourrait pas être si profitable. Ah oui, je suis parfaitement d'accord. Mais en revanche, j'ai l'impression que le monde marchand, à force d'empiéter sur toutes les activités non marchandes, se saborde un petit peu lui-même. En fait, voyez-vous, je me demande, hein, parfois, hein, si les économistes qui rêvent que le marché satisfasse tous les besoins humains ne font pas un peu fausse route. Non? Vous ne croyez pas? Ah bon? Je Ouais. sais pas. Vous croyez vraiment à ce que vous dites là? Je me demande. Demande.